Dans un monde où chaque percée scientifique semble désormais porter en elle autant de promesses que de périls, l'OTAN a choisi de tirer la sonnette d'alarme. Son dernier rapport prospectif, couvrant la période 2025-2045, ne parle plus simplement de défense, mais de mutations systémiques, technologiques, économiques, biologiques, informationnelles, capables de redessiner les lignes de fracture du monde. Entre guerre hybride, course au quantique, biologie de synthèse et effondrement de la confiance dans les élites, un nouveau champ de bataille émerge, celui de l'invisible, du diffus, du non déclaré. Pour décrypter les enjeux vertigineux de ce document et en explorer les angles morts, l'ODJ Média donne la parole à Adnan Benchakrunenskype de Rabat, économiste de formation devenu lanceur d'alerte pour ce sujet. Sans technophobie mais avec lucidité, il interroge les dérives d'un récit trop souvent écrit par les grandes puissances et appelle à renouer avec une imagination collective capable de penser un futur technologique plus humain. Commençons par cette première question si vous le voulez bien, et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Benchakroun, vous commencez votre alerte en affirmant que les 20 prochaines années verront chaque percée scientifique devenir un enjeu de sécurité globale. Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport à la technologie pour en arriver là? Oui, effectivement, je pense que nous sommes passés d'une vision enthousiaste du progrès scientifique à une perception profondément ambivalente, où chaque innovation majeure est immédiatement scrutée pour ses usages potentiels en matière de domination ou de destruction. Ce basculement tient à plusieurs facteurs. D'une part, la rapidité des découvertes a pris de vitesse les régulateurs, les législateurs et même les scientifiques eux-mêmes. D'autre part, ces technologies ne sont plus isolées. Elles s'interconnectent, se renforcent mutuellement, rendant leur potentiel encore plus explosif. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Ce qui, hier encore, semblait une prouesse académique, alimente désormais la désinformation de masse, les systèmes de ciblage militaire ou les modèles économiques monopolistiques. L'OTAN ne parle plus seulement de risques cybernétiques, mais d'une guerre hybride permanente, où l'espace informationnel, les marchés, les émotions collectives deviennent des théâtres d'opération. Nous vivons donc dans un monde où la science ne produit plus seulement du savoir, mais aussi de l'instabilité. Elle redistribue le pouvoir. Or, dans un système international déjà fragile, ces redistributions peuvent être brutales. L'enjeu des 20 prochaines années est de réconcilier science et sécurité sans pour autant sacrifier la liberté, la transparence ou le pluralisme intellectuel. Et c'est là toute la difficulté. L'OTAN évoque l'émergence d'une guerre sans guerre. Cybersécurité, manipulation informationnelle, attaques sous le seuil de la guerre. Sommes-nous déjà dans un état de conflit permanent sans le dire? Absolument. Le conflit ne se déclare plus, il s'insinue, il n'est plus toujours spectaculaire, il est diffus. Ce que le rapport de l'OTAN appelle attaque sous le seuil correspond à une logique d'hostilité continue, mais sans franchissement officiel des lignes rouges diplomatiques ou militaires. Et c'est précisément cela qui est dangereux, l'absence de clarté. Les cyberattaques en série, les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, les pressions économiques sourdes, l'ingérence algorithmique, tout cela constitue aujourd'hui des agressions, mais qui restent juridiquement floues. Il devient difficile de désigner un agresseur, d'établir une riposte légitime, de mobiliser une solidarité collective. Ce brouillage des codes de la guerre classique déstabilise les États, mais aussi les opinions publiques. Car si tout est potentiellement attaque, comment maintenir un sentiment de sécurité? Pire, cette guerre invisible abîme la démocratie. Elle rend les citoyens méfiants, désorientés, parfois paranoïaques. Et pendant ce temps-là, les puissances qui maîtrisent ces nouvelles armes, technologiques, narratives, financières, avancent leurs pions dans un monde aux règles incertaines. Vous insistez sur le rôle central de l'intelligence artificielle et du quantique dans les rapports de force à venir. En quoi ces technologies vont-elles redéfinir le pouvoir? Oui, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques bouleversent la notion même de puissance. Historiquement, celle-ci reposait sur les ressources naturelles, les capacités industrielles, l'armée ou la population. Demain, elle reposera sur la maîtrise des données, des algorithmes et de la vitesse de calcul. L'IA permet déjà d'optimiser des stratégies militaires,
de simuler des crises, de prédire des mouvements de marché, voire d'influencer des comportements individuels. Elle est omniprésente et pourtant invisible. Le quantique, quant à lui, représente une révolution silencieuse. Il permettra de casser des systèmes de cryptographie aujourd'hui réputés inviolables, de simuler des réactions chimiques inédites ou de cartographier des variables complexes en quelques secondes. Les États qui posséderont ces capacités auront un avantage stratégique décisif. Et là encore, la fracture est nette. Les États-Unis conservent leur avance, mais la Chine investit méthodiquement et massivement, notamment dans la formation et la captation des talents. L'Europe, elle, hésite, tergiverse, dépend du privé. Nous entrons dans un monde de blocs technoscientifiques où l'OTAN alerte sur la fin du terrain neutre, même le savoir devient un champ de bataille. Le rapport évoque la biologie de synthèse comme une frontière décisive du vivant. Pourquoi cette technologie inquiète-t-elle autant les stratèges de l'OTAN? On sait maintenant que la biologie de synthèse bouleversera une chose fondamentale, notre rapport à la vie. Créer des organismes artificiels, modifier génétiquement l'humain ou simuler le vivant, ce n'est plus seulement faire de la science, c'est toucher au sacré, au politique, à l'éthique et, bien entendu, au stratégique. Les promesses sont vertigineuses. On peut imaginer des vaccins instantanément adaptables, des cultures agricoles hyper résilientes, une médecine personnalisée accessible. Mais à l'autre bout du spectre, on entrevoit l'horreur, armes biologiques ciblées, manipulation de comportements via la neurobiologie, surveillance de masse intégrée aux corps humains. L'OTAN ne voit pas seulement une technologie émergente. Elle voit une zone grise où le droit est en retard, où les garde-fous sont absents et où la tentation de la supériorité sanitaire, militaire, démographique peut conduire à une dérive. Qui pourra interdire à un État de modifier génétiquement ses soldats pour les rendre plus résistants? Qui pourra détecter qu'un virus a été conçu pour cibler une population précise? Le vivant devient une arme. Et c'est cette bascule qui inquiète. Nous devons d'urgence inventer un nouveau droit de la biotechnologie, mais aussi une diplomatie du vivant. Sinon, la prochaine crise mondiale ne viendra peut-être pas d'un missile, mais d'un micro-organisme échappé d'un laboratoire. Vous évoquez les inégalités technologiques comme une fracture mondiale croissante. En quoi ces disparités sont-elles dangereuses à l'échelle géopolitique? Il faut être un peu aveugle ou juste de mauvaise foi pour ne pas voir que ces disparités sont explosives, car elles installent un système de caste technologique. D'un côté, quelques puissances capables d'accéder aux ressources rares, aux compétences d'élite, aux centres de recherche. De l'autre, des pays marginalisés, dépendants, parfois même manipulés technologiquement. Cela rappelle étrangement les déséquilibres coloniaux du XIXe siècle, mais avec des outils bien plus sophistiqués. Aujourd'hui, la dépendance ne se voit plus. Elle passe par des réseaux, des clouds, des brevets. Un pays peut perdre sa souveraineté numérique sans jamais voir un soldat étranger. Il lui suffit de dépendre d'un logiciel, d'une infrastructure, d'un standard. L'OTAN souligne que seuls les États qui sécurisent leur chaîne technologique et créent des alliances normatives solides pourront affronter les futurs chocs. Or, beaucoup de pays n'en ont pas les moyens. Résultat, une concentration du pouvoir technologique qui alimente frustration, instabilité, voire révolte. Et face à cette fracture, le techno-nationalisme devient tentant. Chacun pour soi, chacun sa 5G, son satellite, son cloud. Mais ce repli est une illusion. Aucune technologie d'envergure ne se développe sans coopération. C'est pourquoi la diplomatie scientifique devrait devenir aussi centrale que la diplomatie commerciale ou militaire. Le rapport s'inquiète d'une défiance croissante des citoyens vis-à-vis de la science et des institutions. Comment expliquez-vous ce paradoxe dans une ère d'hypertechnologie? Oui, c'est précisément parce que la technologie est partout qu'elle fait peur. Elle est complexe, opaque, perçue comme incontrôlable, et surtout, elle est souvent imposée. Qui comprend vraiment les algorithmes qui trient les CV, qui distribuent les aides sociales ou qui ciblent les publicités politiques? Très peu de gens. Cette asymétrie crée du ressentiment. Ajoutez à cela les scandales, fuites de données, manipulation d'opinion, IA biaisée, et vous obtenez une crise de légitimité. La science n'est plus vue comme neutre. L'expert est soupçonné d'être un agent d'influence. Le chercheur devient un idéologue.
et la vérité elle-même devient relative. L'OTAN alerte ici sur un risque systémique. Sans confiance dans la science, les sociétés deviennent vulnérables à la manipulation, au complotisme, à la violence symbolique. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est déjà en cours dans plusieurs pays. Il est donc urgent de reconstruire une culture de la nuance, de l'esprit critique et de la transparence scientifique. L'alphabétisation numérique doit devenir un pilier de l'éducation. Car si nous ne comprenons pas le monde qui nous entoure, nous finirons par le rejeter et donc par le détruire. Le rapport aborde un enjeu peu discuté, la dépendance croissante des États aux technologies privées. Pourquoi cette question devient-elle stratégique? Oui, simplement parce que la frontière entre civils et militaires s'efface. Aujourd'hui, les infrastructures critiques, communication, cloud, satellites, cybersécurité, sont entre les mains de grandes entreprises privées. Ce sont elles qui possèdent les serveurs, les brevets, les compétences. L'État, souvent, ne fait qu'acheter un service, sans contrôle réel. Cela pose un problème fondamental, la souveraineté. Qui garantit que les données d'un pays ne seront pas utilisées à d'autres fins? Qui décide de couper un réseau en cas de conflit? Et surtout, qui assume la responsabilité en cas de dysfonctionnement systémique? L'OTAN insiste sur la nécessité de coopération publique-privée renforcée. Mais soyons lucides, les logiques de profit ne sont pas toujours compatibles avec les logiques de sécurité nationale. Nous devons inventer une nouvelle gouvernance technologique fondée sur la transparence, la réciprocité et l'intérêt général. Sinon, nous risquons de confier les clés de nos démocraties à des entreprises dont le siège est à des milliers de kilomètres et dont les algorithmes échappent à tout contrôle citoyen. Monsieur Benchakroun, votre alerte se termine sur un doute. À force d'alerter sur les menaces, l'OTAN ne risque-t-elle pas d'alimenter un climat de peur paralysante? N'y a-t-il pas un imaginaire alternatif à construire? C'est une vraie question. L'anticipation est nécessaire, mais elle peut devenir toxique si elle ne s'accompagne pas d'espoir. Un monde où chaque technologie est perçue comme une menace est un monde figé, obsédé par la défense, incapable de création. Or, l'histoire humaine ne s'écrit pas seulement avec des murs, mais aussi avec des ponts. Oui, le danger est réel, mais le rêve l'est aussi. Pourquoi ne pas imaginer une biotechnologie au service du soin universel, une IA au service de la démocratie participative, des technologies quantiques pour accélérer la transition écologique? Le futur n'est pas une fatalité, c'est un récit à construire, et ce récit doit intégrer la coopération, l'éthique, le respect du vivant. Il ne s'agit pas de nier les risques, mais de les mettre en balance avec les promesses. Je plaide pour une utopie lucide, une utopie qui ne ferme pas les yeux, mais qui ouvre des chemins, car sans imagination, la technologie devient une prison. Avec elle, elle peut redevenir un outil d'émancipation. Dans cet échange dense et lucide, Adnan Benchakroun nous rappelle que l'avenir ne se joue pas seulement dans les laboratoires ou les enceintes militaires, mais dans les récits que nous acceptons ou refusons de croire. Derrière les acronymes technologiques et les stratégies d'anticipation, c'est bien la place de l'humain qu'il s'agit de défendre. Face à l'emballement sécuritaire, à la privatisation du savoir et à l'érosion de la confiance collective, il devient urgent de réinvestir la pensée critique et l'éthique du progrès. Merci à lui pour cet éclairage sans concession. Et à vous, lecteurs et lectrices, merci de nous suivre dans ces décryptages du monde qui vient. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien sur l'ODJ Média.